Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, c'est un DVD de TNA que je vais m'attaquer. Si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi ce que ça veut dire. Mais sinon, la forme, vous n'avez peut-être pas vu. Mais c'est une pochette de DVD de la TNA, surtout ça. Donc, sans trop tarder, je vais vous le montrer. Turning Point 2009. Et oui, donc celui-là, je ne l'avais pas. Et ça fait, on va dire, pas mal de Turning Point en ce moment. Donc, bien sûr. Et je vais vous le montrer. Deuxième DVD. Donc, on voit le DVD de Turning Point. Et le retour de Hulk Hogan à Impact lors du 1er janvier. Enfin, ouais. 4 du 1er janvier 2010. Et que j'ai fait une liste concernant Impact. Mais tout d'abord, je vais citer les matchs surtout. Donc en commentaire, je vais le dire, puisque des fois ça change de commentateur comme des sous-vêtements. Donc Célian Varini qui est toujours fidèle au poste et Marc Chavet. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais me concentrer sur le premier match de la soirée pour voir s'il n'y a pas eu d'autres matchs avant celui-là. Donc, voilà. C'est pour le titre de la X-Division, en match simple en plus. Amazing Red, ouais, Amazing Red avec Don West comme manager, contre Homicide. Ouais, notre cher Homicide. Eh ben, il nous donne un match très bon, Homicide et Amazing Red. Beaucoup de voltige, même si Homicide, lui, c'est un plus de look de racaille et de, on va dire, un genre de meurtrier portoricain qu'il aborde fièrement, Homicide. Et que malgré ce look, eh ben, il nous éblouit. Et Amazing Red encore plus. Et que forcément, c'est une victoire de Amazing Red sur Homicide. Et ce match-là, pour couronner le tout, 3,40, vu comment j'étais bien surpris et bien ébloui. Donc ouais. Ensuite, match féminin. Tous les titres sont en jeu pour match féminin de 6 par équipe. Donc, Sex Woman Tag Team Match. Donc, ODB, championne féminin de Knockout, qui était championne, avec Sarita et Tyler Wilde. Ouais. Contre les Beautiful People. Donc, Lacey Von Erich, nouvelle, on va dire, membre des Beautiful People, avec Madison Rain et Velvet Sky. Donc, tous les 3 titres étaient en jeu. Mais vraiment, tous les titres. Et sans contrôle toute attente, il nous livre un petit match, on va dire, sympa, mais sans plus. Et que malgré tout, c'est une victoire des championnes par équipe et de la championne féminin. Donc championne féminin qui est ODB et championne par équipe qui est Tyler Wilde et Sarita. Donc voilà, ce match-là, 3,10. Voilà. Ensuite, match par équipe de 3, donc un match 3 contre 3 pour le championnat du monde par équipe. Donc les British Invasion contre les Motor City Machine Guns et Beer Money Inc. Donc 3 contre 3 contre 3. Ah non, 2 contre 2 contre 2. Qu'est-ce que je raconte? Donc c'est 3 équipes qui s'affrontent. Et les champions qui étaient... Ah c'est les British Invasion, tiens. Vu comment les habitués, qui sont les Motor City Machine Guns et Beer Money Inc., ça se voit que ce sont les habitués de champions par équipe. Mais bon, il faut mieux avoir du changement
Donc ne jamais avoir de changement, même si les deux équipes sont hyper talentueux, mais vaut mieux donner sa chance aux autres. Donc style de catch basique pour les trois équipes. Le côté aérien et technique de la part des Motor City Machine Guns, tandis que de l'autre côté, c'est plus du côté catch à ancienne technique de Beer Money Inc. et du catch britannique tout aussi à l'ancienne de la part de British Invasion. Donc les trois peuvent nous former, on va dire, un dream match. Et je ne pense pas que ça n'a jamais eu lieu un 5 étoiles, heureusement. Mais c'était du bon. Honnêtement, c'était du bon. Et qu'à la fin, c'est les British Invasion. Je pense qu'ils font le tomber sur un des membres des Motor City Machine Guns. Donc peut-être sur Chris Sabine ou Alex Chalet. Peu importe. Mais qu'ils remportent les titres. Enfin, qu'ils conservent leurs titres. Donc voilà quoi. Ensuite, match de 6 côtés en acier, donc de cage en acier, entre Tara et Awesome Kong. Eh ben, j'aurais peut-être préféré que ce soit, on va dire, Awesome Kong qui bat Tara, mais malheureusement, on dirait que Awesome Kong adore perdre dans les moments où on s'attend que c'est, on va dire, une pure force de la nature, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit l'inverse plutôt qu'autre chose. Mais malgré tout, allez, on va dire, ça a été du bon. Pour du catch féminin avec deux vétérans. Donc, il n'y a pas à dire, ça peut être du bon. Même si, on va dire, malgré leur expérience, on essaie de trouver un petit défaut, mais un tout petit défaut, qui sont, on va dire, un peu le cas, mais que c'est rien de bien méchant. Mais que contre toute attente, Awesome Kong, enfin, elle pensait avoir le match en main jusqu'à ce que Tara se, on va dire, se remet, on va dire, en question et qu'elle se réveille, qu'elle se bouge et qu'elle arrive à battre Awesome Kong, je crois qu'un petit paquet, je crois. Ah, possible. Possible qu'elle bat avec un petit paquet. Mais bon, c'était pas mal. Ce match-là, 3,20. Vraiment 3,20. Et ensuite, la Team 3D, Brother Ray, Brother Devon, contre D'Angelo Dinero, Hernandez et Matt Morgan. Même si dans la Team 3D, il y avait Rhino, donc match à 6, 3 contre 3. Donc voilà, forcément. C'est vrai que de la part des catcheurs de la TNA, que sont D'Angelo Dinero, Hernandez et Matt Morgan, on espérait à mieux, mais en face, faut pas déconner, c'est les expérimentés. Des catcheurs purs ECW à 100%, mais qui s'intègrent bien à la ECW. Donc c'est la Team 3D avec Rhino qui bat Dinero, Hernandez et Morgan. Donc contre toute attente, forcément oui. Et ce match-là, ben, 3,5, je mets un 3,5. Et par contre, celui-là, il sort un petit peu du lot. Donc c'est pour un match sans aucune disqualification et un false count anywhere match. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où. Entre Scott Steiner et Bobby Lashley. Bobby Lashley qui avait fait, on va dire, ses débuts à la TNA et retour dans le monde du catch justement lors de Lockdown 2009 et qu'il a combattu lors de No Surrender. Enfin, ouais, No Surrender, et vers Bound for Glory, jusqu'à ce qu'il va à Turning Point, dans ce show que je suis en train de citer, et qu'il est dans une petite storyline avec Scott Steiner. Vu comment Scott Steiner, on va dire, il adore, on va dire, prouver à qui veut l'entendre que c'est lui l'homme, que c'est lui qui a les plus gros bras de l'univers, que ses veines sont d'une telle massivité, même si on ne sait pas si c'est naturel ou c'est par rapport aux stéroïdes, parce que
Je pense qu'il a un lien avec ça. Et qu'on le voit hyper musclé, ben, on peut s'empêcher de se poser la question. Et que, concernant ben, cette rivalité, ben, ça met, on va dire que Scott Steiner se met à chercher Bobby Lashley, à l'attaquer sérieusement, jusqu'à même, on va dire, draguer la femme de Bobby Lashley, qui était, on va dire, Crystal Lashley. Et d'ailleurs, je me demande si Crystal Lashley, euh, elle avait pas été en tant que présentatrice ou intervieweuse à la WWE, je crois. Ah, parce que j'avais vu tout récemment qu'elle avait... Tout récemment à cette époque, hein, pas juste aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est pas ça. Je me dis, elle a sûrement été, on va dire, annonceuse et intervieweuse avant de rencontrer Lashley et, et de l'épouser et de partir à la TNA avec lui. Donc, du coup, ben, vu comment Scott Steiner adorait provoquer Bobby Lashley en disant que avec lui, sa femme passera, on va dire des moments de plaisir au lit. Donc, vous imaginez les propos qu'il peut aborder Steiner, jusqu'à même, on va dire, faire, on va dire, un genre de dessin sur son, on va dire, maillot de combat au niveau de son entrejambe, justement. Et, et je me rappelle dans une des clips vidéo, on le voit qui, on va dire, qui prend, on va dire, Crystal Lashley sur ses épaules, de l'hôtel, justement. Et ou encore un dans le ring où il fait des pompes exactement sur elle, comme si il l'a, on va dire, je vais pas dire le terme, mais je sais bien qu'il y en a qui se gênent pas de le dire, mais on va dire, je vais peut-être le dire, mais voilà, c'est un peu grossier, mais qui la baise. Même s'il le baise pas réellement, mais ce n'est qu'une storyline. Qui gagne au niveau d'intensité, honnêtement. Donc Lashley, forcément, il aime pas se faire humilier par quelqu'un aussi balèze et de plus en plus arrogant et provocateur qui est Scott Steiner. Donc il va pas se laisser insulter de cette manière et qu'ils vont se battre dans l'Impact Zone. Donc oui, c'est toujours à Orlando, Floride, du côté de l'Impact Zone. Et qu'ils se mettent à se battre n'importe où, avec des chaises, tout ce que vous voulez. Et je me rappelle qu'à la fin, enfin, tout d'abord dans le ring, Scott Steiner, ben, il fait un Hulakarana, ou une Tijuana si vous préférez, qu'il appelait, quand c'est lui, surtout, le Frankensteiner. Donc ça porte bien son nom et ça trouve bien le côté spécial de Scott Steiner. Mais à la fin, il en termine avec Bobby Lashley, avec une baramine qui l'a en pleine tête, Bobby Lashley. Donc Scott Steiner le bat. Et vu comment ce match était au niveau intensification, beaucoup d'intense et de provocation, car ouais, je l'ai ressenti en regardant ce DVD, ce match-là, je lui mets un 3,40 malgré tout. Donc, j'espère que vous serez peut-être d'accord ou pas. Ça dépend qui, même si je ne fais pas, on va dire, beaucoup d'abonnés de réponses. Mais peu importe. Vraiment, peu importe. Donc, je continue. Et bien sûr, il y a beaucoup de scènements en coulisses. Hein, donc, je vous laisse imaginer aussi. Donc, Kurt Angle contre Desmond Wolfe. Donc là, c'était pour un match simple, mais sauf qu'il est marqué règle du compte grudge match. Donc, j'en pense pas moins sur ça, mais tout ce que je sais, beaucoup de techniques entre Desmond Wolfe et Angle. Même si vous saviez, Desmond Wolfe, c'est Nigel McGuinness, ou Nigel McGuinness, peu importe comment vous pouvez l'appeler, c'est la même personne.
Et que vous saviez que Nigel McGuinness ou pas avait fait un des classiques face à Bryan Danielson à la Ring of Honor. Et que là, peut-être que ça aurait pu être un classique à la TNA si les matchs étaient beaucoup plus intensification et techniquement parlant exceptionnel. Mais bon, ça a été au niveau technique, même si je me rappelle que Desmond Wolfe n'avait pas arrêté de essayer de faire abandonner Angle, donc ils veulent le faire abandonner dans les prises de soumission, donc il répond par les soumissions. Et que d'habitude, Kurt Angle, il en finit avec le ankle lock, mais là, il a fini avec un genre de Jujikatame cross-arm breaker modifié. Donc même Desmond Wolfe se demandait qu'est-ce que c'était que cette prise. Ça, c'était dans les bonus de la TNA, hein, bien sûr. Donc, si vous avez ce DVD, vous pouvez découvrir ce bonus. Je vous invite fort. Mais bon, c'est victoire de Kurt Angle. Et ce match-là, 3,50. Voilà. Et ensuite, le main event, cette fois-ci. Un match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. AJ Styles contre Daniels, même si on l'appelle Christopher Daniels ou Fallen Angel, et contre The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Donc voilà, la machine de soumission samoane, et contre le phénoménal. Donc un match triple menace, qu'ils avaient déjà fait un classique, les trois hommes, donc Styles, Daniels et Joe, ils avaient déjà fait un classique, si je crois bien, lors de Unbreaking Ball 2005, que ce match-là était noté 5 étoiles. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Peut-être qu'ils nous sortent des matchs de dingue et que Metzler n'a pas pu s'empêcher de mettre un 5. Et depuis l'aube, ben, dans les années 2000, jusqu'à, on va dire, année 2010, eh ben, il n'a jamais noté plus de 5 étoiles à la TNA, que ce soit même du côté de la WWE. Il a beaucoup plus noté du côté de la NOAH, All Japan et NJPW, et un petit peu de la Ring of Honor, un petit peu à la PWG également, et peu à la AAA, honnêtement. Donc il a noté peu, notre ami Metzler. Donc on va dire que c'est un gros le match retour que les gens veulent voir. Donc ils veulent voir ce fameux classique qui est Daniels, Styles et Joe. Eh bien il y a beaucoup d'improvisation. Ouais, je pense qu'il y a des petites improvisations et de psychologie et de technique dans ce match. Donc il n'y a pas à dire, c'est d'une pure qualité. Mais vraiment pure, hein. Je n'exagère pas, il y a vraiment de la qualité. Et normalement, ben, vous saviez, la plupart des deux hommes ont fini avec leur prise de soumission ou finish respectif. Même si Styles n'avait pas encore le calf crusher et que Daniels n'a pas de prise de soumission en finish, mais que Samoa Joe, lui, c'est le sleeper qui est un coquina clutch, ou encore le muscle busters, et que AJ Styles, ben, lui, en finit avec un Styles Clash, mais sauf que là, ce n'est pas le cas pour ce match, et que, si je crois bien, Christopher Daniels, lui, il en finit généralement avec les ailes de l'ange, ou encore, je sais pas si c'est possible, avec un best moonsault ever, comme il appelle, vu comment, c'est vrai que Christopher Daniels, il fait des beaux moonsaults, donc il adore, on va dire dribbler dans les cordes des rings. Donc c'est pour ça que il a baptisé son genre de moonsault The Best Moonsault Ever. Eh ben il était pas loin de battre Samoa Joe jusqu'à ce que AJ Styles, ben, il l'éjecte. Et c'est Styles qui fait le tomber sur Joe et qui remporte le match et il conserve son titre. Donc c'est victoire de Styles. Et à la fin, il effectue une promo. Et petite promo à JB, Jeremy Borash, qui a, on va dire, présenté le main event. Mais bon,
Donc ce match-là, bah, 3,60. Honnêtement, je mets à 3,60. Et maintenant, bah, je vais pas m'arrêter ici. Maintenant, on passe au show d'Impact du 4/1 en 2010. Pour le retour dans le monde du catch et début à la TNA de l'immortel Hulk Hogan. Donc oui, c'est un show d'Impact que j'ai l'occasion d'avoir. Mais en tout cas, ça reste assez inestimable et caritatif quand même d'avoir un pay-per-view avec un show d'Impact. Mais bon, je sais bien qu'après Turning Point, c'est Final Resolution 2009, mais ils ont mis ce DVD pour le plaisir, pour le bonheur des fans. Donc ce DVD, c'est cadeau. Et pour commencer le show, ben, on a commencé avec le match de l'asile. Donc Alex Shelley contre Chris Sabin, contre Suicide, contre The Consequence Creed, contre The Black Magismo Jay Lethal, contre The Amazing Raid et contre Homicide. Et si je crois bien, les règles du jeu de ce Asylum Match, ouais c'est comme ça qu'on dit en anglais, le match de l'asile, eh ben il faut grimper pour aller au sommet et ressortir. Donc le premier qui sort a gagné. Mais c'est pas facile non plus hein, dans ces stipulations comme ça, dans le match de l'asile. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et pourtant, de manière étonnante, je crois bien que Homicide avait ramené... je sais pas s'il avait ramené lui aussi une baramine ou un pied de biche, mais il se fait disqualifier. Donc il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Donc c'est juste disqualification. Et du coup, ben, Homicide, ben, il essaye désespérément de sortir. Mais après, tout le monde se pète la gueule en essayant de sortir. Et on tombe quand même de haut. Et jusqu'à ce qu'il y ait une musique qui retentit. Et cette musique, ben, je pense que vous devez la connaissiez. Si vous savez pas, c'est pas grave, je vais vous le dire, je vais vous le dévoiler. Eh ben, Jeff Hardy qui fait son retour à la TNA. Non, je ne déconne pas, il fait bel et bien son retour à la TNA. Vu comment, un premier temps, Jeff Hardy avait déjà fait, on va dire, ses débuts à la TNA, je pense que c'était en 2004. Ouais, l'année 2004. Eh ben, il avait fait ses débuts jusqu'à ce qu'il arrête de catcher pour la TNA en 2006. Et qu'il revient en 2010. Eh ben là, il effectue son retour. Et à peine qu'il fait son retour, eh ben, il se fait allumer par Homicide. Mais Jeff Hardy lui répond par la politesse. Et il trouve une chaise. Et il assomme avec un coup de chaise sur Homicide. Et après, ben, il va au-dessus de la cage. Et il s'installe. L'air de dire, maintenant c'est ma maison. Et ce match-là, malgré la disqualification, mais une belle surprise pour les fans. Je lui mets 3,20 malgré tout. Donc voilà. Ensuite, ben, ça commence fort. Match championnat féminin des Knockouts de la TNA. ODB contre Tara. Je crois que ODB avait perdu un premier temps face à Tara. Et que Tara, ben, elle arrive en tant que championne, accompagnée de sa tarentule. Donc oui, son petit araignée. Qui est plutôt énorme et poilu quand même. Donc ceux qui sont arachnophobes, ça va peut-être pas plaire. Mais bon, heureusement qu'il ne mord pas et qu'il transfère pas du venin dans le sang. En tout cas, on n'espère pas du tout. Et que ODB, elle crée à nouveau la surprise. Donc elle bat à nouveau Tara. Et elle devient une nouvelle championne féminin. Mais après, Tara, mauvaise perdante, elle n'aime pas se faire avoir si rapidement. Elle enchaîne avec sa prise finish. Je sais plus comment elle l'appelle, mais je sais bien que elle fait comme un genre... vous voyez, comme un genre de powerbomb, mais sauf qu'elle fait pas en powerbomb. Et que
qu'elle prend le coup et que un coup qu'elle s'assoit, ben, le coup, elle se brise. Donc elle en finit avec cette prise. Et après, elle sort sa tarentule et elle le met sur ODB. Donc voilà. Et je me rappelle qu'il y avait pas mal de scènements. Notamment, on va dire l'image de ce qui s'est passé. Par exemple, la présidente de la TNA, Dixie Carter, aurait convaincu Hulk Hogan de faire signer en tant que catcheur à la TNA, et etc., etc. Et qu'il y avait les caméras pour voir si la limousine de Hulk Hogan allait apparaître. Donc ils font, on va dire, beaucoup de scènements pour les limousines du Hulkster. Et que je me rappelle, un coup que la limousine s'est arrêtée, ben, il y avait une autre limousine. Et après, on voit quelqu'un s'introduire dans la limousine blanche. Donc je me dis, qui ça pourrait l'être? Et après, il y avait beaucoup de scènements, par exemple, The Beautiful People qui jouent au jeu de cartes. Et que ceux qui perdent, enfin, celles qui perdent, eh ben, devraient, on va dire, se déshabiller. Donc le truc assez basique. Et que plus tôt dans la soirée, ben, Mick Foley, ben, il voulait rentrer dans l'Impact Zone, mais sauf que la sécurité refuse, vu comment, on va dire, le gestionnaire, ben, on va dire, c'était Mick Foley, en tant que général manager, vu comment il a eu ce qu'il voulait. Mais bon, drôle de général manager, hein, ce Mick Foley. Vraiment un très drôle général. Mais bon, il se fait, on va dire, refuser à chaque fois. Et après, ben, encore un scènement en coulisses. Mais cette fois-ci... Ah non, 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 un autre scènement où Bobby Lashley, ben, il fait son entrée avec Crystal Lashley. Et que Crystal, ben, parle pour lui. Et que elle dit haut et fort, elle confirme que Bobby Lashley a demandé sa démission à la TNA. Donc maintenant, il se concentre que sur sa carrière de MMA. Après pas mal tant d'années, jusqu'à ce qu'il revienne à la TNA des années plus tard. Peut-être en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Ouais, peu importe. Donc là, il demande sa démission et il part sur les huées de la foule. Donc voilà. Et après, ben, il y a un scènement en coulisses où là, il y a vraiment une limousine blanche qui est garée. On pensait que c'était Hulk Hogan, mais finalement, c'est Ric Flair qui fait aussi ses débuts à la TNA et retour dans le monde du catch. Donc il fait son retour et il rentre dans un des vestiaires. Je crois que c'est peut-être dans le General Management ou alors vestiaire d'un certain catcheur. Donc voilà, j'en pense pas plus, j'en pense pas moins. Et après, si je me rappelle bien, il y avait Scott Hall et Sean Waltman, qui est Six, X-Pac, 1, 2, 3 Kid, ce que vous voulez. Et ben, ils s'embrouillent avec la sécurité, ils tabassent la sécurité, mais ils rentrent quand même dans l'Impact Zone, une chose que Mick Foley n'a jamais réussi. Donc vu comment il est encore bloqué dehors, le pauvre. Et c'est là où Hulk Hogan, ben, il apparaît. Donc il apparaît sur les écrans de la TNA, dans le ring de l'Impact Zone, avec les fans. Et c'est là où Scott Hall et Kevin Nash, ben, enfin, Scott Hall, Kevin Nash, non. Scott Hall et Sean Waltman, eh ben, on va dire, ils viennent au ring confronter le Hulkster, vu comment Hulk Hogan nous promet qu'il y aura du changement et qu'il remercie les fans et qu'il remercie la présidente de la TNA, Dixie Carter. Et voilà, et qui dit qu'il va y avoir du changement et que le ring de 6 côtés, ce sera terminé. Maintenant, ce sera le ring de 4 côtés. Et je me rappelle, il y avait des scènements et aussi un panneau qui lançait un clash à Monsieur McMahon et les fans qui clashaient la WWE et Vince McMahon seulement.
Donc je me rappelle qu'il y avait un fan qui disait ah la WWE ça pue maintenant, la TNA ça devient on va dire du meilleur catch. Grâce à Hogan tout va changer. Donc encore, et même aussi un tacle à Monsieur McMahon. Alors qu'on était dans la génération catch attack. Donc pour la génération catch attack du côté de la WWE et de la TNA, ben, pour moi je pense que j'ai des préférences exactes. Je préférais la WWE et la TNA. Donc pour moi, il n'y avait pas de concurrence, même si pour certains fans, tout le monde rêvait d'une concurrence directe envers la WWE et la TNA. Donc ils ont tenté avec le show hebdomadaire Impact, mais malheureusement ça n'a pas, on va dire, pris, vu comment c'était un flop, tentative de concurrencer la fédération. Mais ils ont tenté, hein. Donc ça resterait toujours, on va dire, la fédération concurrente, malgré que pour la WWE, ça les atteint pas, forcément. Et que Scott Hall et Sean Waltman, ben, ils apparaissent au ring en disant « Allez, vas-y, on va se faire de la thune, on est là pour faire la fête, gagner de l'argent. » Et Hogan, ben, en bon samaritain qu'il est, il dit que non, les choses ont changé. Maintenant, ceux qui veulent catcher ou débuter doivent faire ses preuves, doivent se faire un nom. Et c'est là où Kevin Nash, ben, il intervient, il rentre en jeu. Ils font le signe tout sweet. Donc ça, je me rappelle. Et qu'après, ben, malgré tout, ben, Hulk Hogan reste dans sa parole. Il ne compte pas changer les choses à leur façon que eux ils veulent. Lui, il veut changer les choses à sa façon. Mais pour moi, je trouve que, on va dire, enlever le ring à 6 côtés, ça enlève le côté spécial. Vu comment pour moi c'est spectaculaire le ring à 6 côtés. Mais bon, c'est le changement, on peut rien faire et le mal est fait, quoi. Passons. Donc maintenant, match par équipe féminin, des knockouts. Entre The Awesome Kong et Hamada contre Sarita et Tyler Wilde. Donc les championnes qui mettent leur titre en jeu face aux deux, on va dire, bourrines du ring. On peut appeler ça comme ça. Match très très court, honnêtement. Vraiment très très court. Donc c'est Awesome Kong et Hamada qui remportent les titres. Donc au moins pour une fois, Awesome Kong et Hamada qui remportent face à Sarita et Tyler Wilde. Donc ce match-là, 3,10. Les matchs comme ça, je sais pas si j'ai noté, mais ce match-là, 3,20 si je ne l'ai pas noté. Voilà, et celui-là, 3,10. Ensuite, Dr. Stevie Richards et Raven contre Hernandez et Matt Morgan. Normalement, il y avait un match prévu. Match, on va dire, des barbelés entre Abyss et... je sais plus qui encore. Contre un autre type, mais en tout cas, je pense pas qu'il est noté dans ce DVD, mais bon, vous l'aurez deviné. Eh ben, finalement, le match a été très court, et c'est victoire de Hernandez et Matt Morgan, je crois. Donc c'est eux qui battent les deux Team Extreme, donc voilà. Et ce match-là, ben, 3,5, voilà. Ensuite, The Pope d'Angelo Dinero contre Desmond Wolfe, voilà. Bon match, pas mal très court, mais bon match. Ah oui, donc c'est là. Qu'est-ce que je raconte? Oui, il y a eu le match Barbayer, c'est juste que je ne l'ai pas noté. J'ai pas eu le temps de tout noter. Mais bon, un match très bon entre D'Angelo Dinero et Desmond Wolfe. Et pourtant, de manière inattendue, c'est Dinero qui bat Wolfe contre toute attente. Et qu'il y en a un qui avait fait son retour, c'était Orlando Jordan, qui disait qu'il connaissait bien Hulk Hogan, qui va peut-être t'adorer, quoi. Donc il disait ça. Donc ce match-là, 3,20 également. Donc pas mal de 3,20. Ensuite, ben, peut-être potentiellement pour le match de Phil Barbelé, donc entre Samoa Joe et The Monstre Abyss. Alors là, ça va se jouer à rien. Ça va vraiment se jouer à rien. Vu comment ça devient de la spécialité d'Abyss, tous les matchs hardcore, que n'importe qui d'autre, et que Samoa Joe, ben lui, c'est plus du côté bagarre, technique, soumission et puissance brute.
J'en doute qu'il sort vainqueur de ce match, mais je pense que Abyss va le mettre à mal durant tout le match. Et qu'à la fin, ben, c'est Abyss qui batte Samoa Joe. Je pense peut-être sérieusement. Et que je le confirme, hein, je le confirme, je pense pas m'être trompé, mais ça vaut le coup de le dire. Donc ce match-là, ben, 3,40, là je suis d'accord, honnêtement. Après, ben, le main event d'Impact, après c'est terminé. C'était pas pour le titre qui était en jeu. Normalement, il devait avoir un match prévu pour Genesis, qui ça va avoir lieu. Donc AJ Styles contre Kurt Angle. Et qui nous livre une bataille épique sur le ring, comme d'habitude. Donc c'est que du bon entre Styles et Angle. Et que je me rappelle que dans la rampe d'entrée, ben, il y avait Ric Flair qui observait. Donc on se dit, est-ce qu'il y a des préférences pour qui? Kurt Angle ou AJ Styles? Et à la fin, vous aurez sûrement deviné, pour Genesis hein, surtout, eh ben, ce sera AJ Styles qui va choisir Ric Flair. Et que c'est lui qui va devenir le manager, honnêtement. Ça va être lui le manager de AJ Styles. Il va le prendre sous son aile. Jusqu'à ce que ça prenne fin en 2011. Donc voilà. Et que Kurt Angle, ben, il perd encore ce match-là. Hein. Donc c'est encore victoire d'AJ Styles. Et ce match-là, ben, 3,50. Donc voilà. Et après, à la fin, ben, Mick Foley, il arrive à rentrer. Il demande où est Hulk Hogan. Et j'avais complètement oublié de citer, mais il y avait aussi Eric Bischoff qui faisait ses débuts à la TNA et retour. Oh là là. Lors de scènements entre Hulk Hogan, Sean Waltman, Scott Hall, Kevin Nash. Donc il avait fait son retour en même temps que Ric Flair, Jeff Hardy, etc., etc., etc. Donc Mick Foley, il arrive à rentrer, il demande où est Hogan. Donc il rentre dans le bureau. Et du coup, ben, Eric Bischoff, ben, il se présente. Et du coup, ben, Mick Foley dit j'avais promis de travailler pour les autres, mais surtout pas avec toi. Vu comment j'ai pas oublié comment tu m'avais, on va dire, viré de la WCW à l'époque, sous la juridiction de Ric Flair. Donc pour ça, ben, Mick Foley l'a pas oublié. Et après, ben, Scott Hall, Sean Waltman et peut-être potentiellement Kevin Nash qui agresse Mick Foley. Donc il le tabasse dans le bureau. Et c'est là où Hulk Hogan, ben, il arrive et il voit le carnage. Et ce segment s'arrête ici. Donc, moi je pense que c'était un bon édition d'Impact. Donc voilà, c'est rare d'avoir un show d'Impact, même si j'ai déjà vu dans Bound for Glory 2011. Mais bon, j'en ai fini avec cette review, très longue review en tout cas. Donc j'espère que vous avez bien apprécié en tout cas. Et j'en doute certains qui apprécient les DVD de TNA ou peu importe, mais en tout cas moi j'ai bien apprécié. Et que je vois qu'il commence à faire nuit. Donc bonus match, sainement ensemble. Ça reste quand même bon quand même malgré tout. Je lui mets 4,20. Donc voilà, une bonne note positive. Et moi j'en ai fini avec cette review. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.